Alors, bonjour Marie-France. Bonjour Ghislaine. Tout d'abord, merci de bien vouloir nous donner un tout petit peu de temps à la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour parler des orthographes approchées. Sur le site YouTube de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, on a une première capsule qui décrit bien les convictions de la Commission scolaire au regard des orthographes approchées. On y trouve aussi la définition de les orthographes approchées. Qu'est-ce que c'est? Et on trouve une autre petite partie de cette capsule-là où on parle du déroulement d'une situation qu'on pourrait dire une démarche type d'orthographe approchée. Alors Marie-France, tu es ici parce qu'on a choisi d'aborder ensemble les 5 principes, les 5 assises de cette approche qui est les orthographes approchées. Peux-tu nous guider, s'il te plaît, dans cette réflexion-là en nous parlant d'une première assise, d'un premier principe? Parfait. Oui, Ghislaine. Donc, dans un premier temps, il faut se dire que les orthographes approchées doivent se situer, ou du moins, on invite les enseignants à situer cette pratique dans des contextes signifiants de communication pour les enfants en maternelle comme au primaire, début du primaire en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire placer les enfants dans un contexte signifiant de communication écrite? Tout simplement de tirer profit des occasions qui se présentent dans la classe. Par exemple, une invitation aux parents, la lecture d'un album, un message envoyé à une autre classe, le message du matin. Le message du matin. Tous les contextes de lecture et écriture qui peuvent être signifiants, c'est-à-dire qui peuvent faire sens aux enfants dans cette classe. Et parfois, ces contextes de communication peuvent être, oui, réels, mais considérant l'âge des enfants, on peut jouer aussi dans l'imaginaire. Ces contextes peuvent être inventés, liés à un personnage qui fait partie de la vie de la classe, bon, Noël, la petite mascotte. Voilà. Okay. Donc, ces contextes, l'enfant, ce qu'il faut retenir de ce premier principe qui est de susciter des situations d'écriture dans des contextes signifiants, il faut retenir que ces contextes doivent faire sens pour les enfants. Oui. Ces situations-là, on dit qu'elles sont signifiantes. J'imagine qu'elles doivent être variées aussi et assez fréquentes aussi parce que c'est beau la signifiance, mais la fréquence va faire en sorte aussi que certaines choses vont se placer davantage dans la tête des élèves. Tout à fait. Et ça, il y a même des études qui l'ont montré. Plus les enfants seront soumis très tôt, en maternelle, début du primaire, à des situations fréquentes et variées d'écriture, voire quotidiennement, plus les enfants seront confrontés à des situations qui leur permettra de réfléchir et donc de progresser dans cette entrée en lecture-écriture. Merci. Un deuxième principe peut-être? Oui, un deuxième principe très important pour les orthographes approchées, très important plutôt du point de vue de l'adulte, de celui qui accompagne l'enfant, c'est d'adopter un rapport différent à l'erreur. Oui, voilà. Donc, on sait que le français écrit est régi par beaucoup de conventions orthographiques. On ne peut pas écrire les mots n'importe comment, selon l'inspiration du jour. Oui, puis en éducation, on a le crayon rouge peut-être assez rapide. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu de modifier chez l'adulte, chez l'enseignant, cette perception de l'erreur pour non pas la voir comme une faute à éviter, mais plutôt comme des tentatives nécessaires que l'enfant doit réaliser pour en arriver à s'approcher progressivement de la norme. Par analogie, on peut faire la comparaison avec l'apprentissage de la parole ou de la marche ou des sports chez les enfants. On sait bien que, par exemple, apprendre à patiner, eh bien, l'enfant n'apprend pas à patiner dès lors qu'on le met sur une glace, sur une patinoire avec des patins. Il faudra que l'enfant fasse plusieurs tentatives avec ce nouvel outil qui est le patin pour pouvoir en arriver à glisser. Au départ, l'enfant va marcher, mais tous les adultes qui l'entourent vont l'encourager à progresser et à souligner ses bons coups. Ah oui, c'est bien, c'est pas grave si tu tombes, on se relève.
La même chose avec les orthographes approchés. L'écriture, c'est un objet difficile à maîtriser. Et il faut encourager ces tentatives d'écriture que les enfants font et relever les bons coups des enfants pour leur permettre un filet de sécurité qui va les mettre en confiance pour faire d'autres tentatives. Et ce sont ces tentatives qui vont permettre à l'enfant de s'approcher progressivement de la norme attendue, évidemment. À petits pas. C'est sans doute pour ça, je vois une pratique qui est très intéressante dans les classes. Les enseignants conservent souvent une première pratique d'écriture, puis une plus tard, pour constater en fait la progression des élèves. Et ça, c'est chouette et pour les parents et pour les enfants et pour les enseignants aussi, là. Tout à fait. Et de prendre conscience de cette progression, c'est important pour les enfants qui posent un regard sur ce qu'ils étaient en mesure de faire à un moment X et ce qu'ils sont en mesure de faire maintenant. Et plus tard, ils pourront faire encore mieux. Oui. On regarde la langue écrite. Merci. Un troisième principe, Marie-France. Oui, un troisième principe qui est relié au deuxième. Si on ne veut pas à tout prix éviter les erreurs, mais qu'on encourage ces tentatives d'écriture, on en arrive au troisième principe qui permettra à l'enseignant de mieux situer les connaissances, les modes de fonctionnement des enfants avec lesquels cet enseignant-là travaille. Donc, il doit se mettre à l'écoute de l'endroit où est l'enfant. Voilà. Donc, observer beaucoup. Tout à fait, observer et donc être en mesure de toutes ces observations, toutes ces questions que l'enseignant pourra poser, toutes ces relations qu'il pourra aussi anticiper, lui permettra de situer le niveau des enfants à un moment X de leur développement. Et bon, en termes pédagogiques, on parlerait d'évaluation, c'est de se dire que l'enseignant est à même de constater là où en est l'enfant. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. On est dans une évaluation très formative. Oui, en fait, on prend la lecture du développement de l'enfant. Tout à fait. C'est une évaluation liée aux apprentissages qui sont en cours, évidemment. Donc, effectivement, ce principe invite les enseignants à s'intéresser à ce que les enfants sont en mesure de faire en écriture. Par exemple, en début maternel, certains élèves n'ont évidemment pas compris le lien entre les sons de la langue orale et les signes écrits. Mais ils ont compris que pour écrire, il fallait utiliser des signes particuliers que sont les lettres. Donc déjà, si un enfant utilise des lettres, peut-être même des chiffres, bon, c'est quelque chose de relativement fréquent en début maternel, bien, c'est bien parce que l'enseignant peut se dire l'enfant comprend les symboles à utiliser pour entrer dans l'écrit. Maintenant, c'est une étape, c'est une grosse étape déjà. C'est une grande étape. Et ensuite, l'enseignant fera en sorte d'intervenir, de poser des questions, de susciter des contextes de communication écrite qui vont favoriser chez l'enfant une compréhension qui va au-delà des signes et qui va lui permettre progressivement, par exemple, de comprendre que « Ah oui, j'entends tel son, je dois l'écrire, je peux l'écrire avec tel signe écrit. Éventuellement, un enfant qui comprend qu'on transcrit les sons en signes écrits, bien, il va construire son code. Il faudra aussi l'amener un petit peu plus loin à un moment donné pour qu'il comprenne les conventions orthographiques, les lettres muettes, la morphologie. La complexité de la langue. Donc, c'est ce principe, ce troisième principe, situer les connaissances et les modes de fonctionnement, c'est celui qui va permettre à l'enseignant de savoir où en sont les enfants à un moment X, ce qui va nous permettre, et là j'anticipe le prochain principe, ce qui va permettre à l'enseignant de soutenir la progression de l'enfant à partir de là où il est à un moment donné de son développement. Donc ce quatrième principe, c'est celui qui invite l'enseignant à partir de ce que
l'enfant connaît, pour l'amener un petit peu plus loin. On utilise un peu dans notre langage pédagogique le mot zone proximale de développement. Est-ce que c'est à ça qu'on fait référence? Tout à fait. En fait, on peut utiliser ce terme qui va en fait permettre à l'enseignant d'aller au-delà, de permettre à l'enfant de faire un petit pas de plus dans ses connaissances, ses stratégies pour appréhender l'écrit. Par exemple, si un enfant écrit le mot chapeau avec le C, le A, le B et le O, bien là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les sons, bon, il y a une confusion. Il y a une certaine maîtrise en même temps de certains sons. On s'approche, hein? Voilà, on s'approche parce que l'enfant est en mesure d'isoler les sons, mais il n'arrive pas toujours à retrouver le bon signe écrit. Parce que certains sont plus complexes, comme les graphèmes à écrire, prend 2 lettres, par exemple. Le P, l'enfant a choisi le B, mais il y a une proximité autant phonologique que graphique. Donc, l'enseignante va s'intéresser plutôt à cette finesse pour l'analyse des sons et la transcription de ces sons, avant d'attirer l'attention de l'enfant sur la conventionnalité du dernier graphème qui est EAU plutôt que O pour chapeau. Et c'est par les observations comme multiples réalisées en classe que l'enseignant va faire, par exemple, ses choix de ce qui va être apporté à tous dans le prochain message ou dans la prochaine situation, ou de ce qui va être apporté à un enfant ou 2 en particulier. Tout à fait. Cette progression, évidemment, l'enseignant va, dans un premier temps, adopter des questions, établir des relations entre différentes occasions d'écriture en classe pour permettre à la majorité des élèves de progresser parce qu'ils sont à peu près tous au même niveau. Mais l'enseignante va aussi faire preuve de différenciation et permettre à tous les élèves de progresser en parfois posant des questions différentes, en intervenant différemment pour des niveaux d'élèves qui seraient différents de la masse générale de la classe. Aussi bien des avancés que des un peu moins avancés. Voilà. Excellent. Et ça nous amène à un 5e principe? Oui. Le 5e, les orthographes approchés. Ils ont la caractéristique, ces situations d'orthographe approchée, lorsqu'elles sont vécues en classe, elles ont la caractéristique de se vivre via des interactions sociales. C'est-à-dire qu'on invite les enfants, évidemment, dans un premier temps, à faire des tentatives individuelles. Tu en as parlé précédemment dans la structure type d'une activité d'orthographe approchée. Mais on invite plus tard les enfants à partager en trio, en équipe, mais aussi en grand groupe, leurs connaissances, ce qu'ils comprennent de la langue écrite, les raisons qui les ont amenés à écrire de telle manière, à faire tel choix orthographique, de manière à ce que les enfants partagent ces connaissances qu'ils peuvent avoir en commun, mais aussi qui peuvent aussi varier parce que les enfants ne sont pas tous au même niveau. Donc, certains enfants peuvent rappeler « Ah oui, moi j'ai choisi d'écrire de telle manière parce que la semaine dernière, on a vu ça en classe, on avait écrit tel mot et ça m'a rappelé que je pouvais utiliser telle partie du mot. » Donc, des enfants peuvent rappeler des stratégies autres que celles généralement employées, c'est-à-dire faire la transcription des sons en signe écrit, mais faire aussi appel à d'autres stratégies, comme les stratégies analogiques, les stratégies lexicales. Une stratégie analogique, si tu nous donnes un exemple? Oui, par exemple, le début de manteau, c'est comme la fin de maman. L'enfant qui sait écrire. Le début ou la fin. Voilà, le début ou la fin. Donc, voilà. Alors, s'il y a une référence dans la classe, quelque part, avec ce mot-là, il peut s'en servir pour la prochaine écriture. Tout à fait. Donc, ou le début, la fin de château, ça rime avec... c'est la même chose que la fin de
gâteau. Alors, les enfants peuvent faire des liens entre différents mots qu'ils connaissent. Oui. Et s'en servir. S'en servir pour écrire de nouveaux mots qu'ils connaissent moins à l'écrit. Oui. Et l'autre que tu as nommé, c'est la stratégie morphologique. Lexicale. Lexicale, bon, la stratégie lexicale, c'est un enfant qui dirait « Ah ben oui, mais moi, maman, je le sais, je l'ai appris, je l'ai écrit souvent et je sais comment il s'écrit. » Ou un enfant qui dirait « Ah ben moi, le mot avion, je l'ai écrit A-V-I-O-N. » Parce que je regarde souvent le livre sur les transports que j'aime bien. Oui, alors, c'est aller le chercher. Voilà. Et les enfants, donc, en discutant, en verbalisant leur connaissance et leur stratégie, les enfants peuvent justement se contaminer positivement. Oui. Et évidemment, ces partages de connaissances et de stratégies donnent à l'enseignant des informations précieuses au regard de ce que les enfants sont capables de faire à l'écrit, d'une part, mais aussi d'autre part, ce qu'ils sont à même d'amener comme connaissance qui va à l'oral, qui va parfois au-delà de ce qu'on peut voir par les traces écrites. Ce que je comprends de ce dernier principe, parce qu'on entend souvent les enseignants en classe dire que il est un petit peu difficile à mettre en place, c'est-à-dire créer la petite équipe trio qui va se questionner, qui va faire un cheminement. C'est un peu long à mettre en place. Mais dans ce que tu nous dis, je comprends que ça vaut vraiment la peine de faire cet effort de gestion de classe-là. Parce que l'enfant va exprimer son fil conducteur, ce qu'il a choisi dans sa tête qui va l'amener à choisir une graphie particulière pour son mot, mais en même temps, il va entendre les raisonnements et la justification des autres. Tout à fait. Donc, en fait, effectivement, le partage de connaissances et de stratégies, les interactions sociales qui portent sur les traces écrites doivent être discutées et cette discussion doit être apprise en classe, qu'on soit en maternelle ou au primaire. Mais une des façons de s'approcher de ce type de comportement en classe qu'on voudrait mettre en place, c'est notamment via la modélisation des enseignants. Donc, les enseignants, avant de mettre en trio ou en duo par équipe des enfants de manière à ce qu'ils discutent de façon autonome, on peut, nous, avec le grand groupe, dans un premier temps, faire des démonstrations, modéliser le type de questions qu'on souhaite voir apparaître lorsque les enfants se retrouvent en le comportement, expliciter le comportement parfaitement, prendre une petite équipe, la mettre en modèle, commenter le fonctionnement de l'équipe pour s'assurer, dans le fond, que quand on va les laisser aller, la démarche va être bien réalisée. Tout à fait. Et parce que les enfants, en fait, sont en situation, en orthographe approchée, on voit bien que les enfants cherchent à résoudre un problème. Ils sont en situation de résolution de problème. On ne sait pas comment écrire un mot et on tente de trouver, par tous les moyens, par les meilleurs moyens à notre portée, différentes façons d'écrire ce mot et d'en arriver le plus proche possible de l'orthographe. Donc, cette résolution de problème, lorsqu'elle se fait dans un premier temps de façon individuelle, mais après, dans un contexte d'interaction sociale, elle est soutenante pour l'enfant parce qu'il peut se dire « Ah oui, il y a d'autres enfants, il n'y a pas que moi qui cherche la solution. » et qui tentent de s'approcher et que tous ensemble, on peut y arriver encore plus près de cette orthographe. Et cette étape-là, dans le fond, de présenter l'orthographe, la vraie orthographe du mot, c'est important? Très important, évidemment. S'il y a une phase importante au cours de laquelle on encourage les enfants à émettre leur tentative d'écriture, à la mettre sur papier, il y a une phase évidemment inévitable où on va permettre aux enfants d'accéder à cette norme. Donc, et deux moments très distincts, le moment où les enfants cherchent, tentent de s'approcher, et un moment souvent ultime, final. La fête. La fête, là où on trouve les moyens
d'accéder à cette norme. Oui. Via d'autres adultes, via d'autres enfants, Oui. via des livres qui sont présents dans la classe. La Donc, multitude de moyens que j'entends. Voilà. Oui. Donc, la résolution de problème, elle est aussi dans les démarches pour résoudre ce problème-là. Oui. Quelles sont les sources qui sont à ma portée comme Oui. enfant de 5, 6, 7 ans Oui. et qui me permettent D'accéder à cette norme. Et là, l'enfant fait très bien la différence entre le moment où il la recherchait, où il faisait des tentatives, et le moment où, ça y est, on y est arrivé. Oui. Et si j'ai, pour un autre, lors d'une autre situation d'écriture, besoin de ce mot, des parties de ce mot, ce sera à partir de la norme à laquelle on est arrivé. Oui, et on saura où aller la chercher, cette norme orthographique-là qu'on a trouvée pour pouvoir la réutiliser dans une autre petite tâche, dans une autre situation. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, merci Marie-France. En petite conclusion, je te dirais que moi, ce que je retiens pour ma part, j'ai entendu qu'il faut placer l'élève souvent dans des situations variées, fréquentes, qui vont l'amener à se servir de plus en plus de la langue écrite. Je souhaite qu'il aime ça aussi, cet enfant-là. L'enseignant, lui, va devoir se mettre beaucoup à l'écoute des représentations de l'enfant afin d'être capable de saisir où il en est exactement, puis comment, par quelle question, par quelle observation. L'enseignant va être en mesure de lui faire juste un pas de plus. Pas trop grand, pas trop ce qu'il sait déjà, mais juste un pas de plus. Maintenant, j'ai entendu aussi, et j'aime ça, valoriser l'enfant, le valoriser beaucoup sur tout ce qu'il construit chaque jour. L'inviter aussi à expliquer comment il a procédé. Ça, je pense que ça va être vraiment une étape ou une mesure vraiment gagnante parce que c'est vraiment la métacognition qui entre en ligne de compte. Je ne choisis pas de façon aléatoire, je me place des stratégies, mais plus je suis capable de les expliquer, ces stratégies-là, plus j'ai d'emprise sur mes stratégies, soit pour les corriger un peu ou pour les enrichir et aller chercher autre chose. Donc, favoriser le partage des connaissances entre élèves va me permettre, moi, comme petit élève, d'accéder à toi, comment tu penses, puis peut-être aller chercher ton idée que je trouve pas mal bonne et la faire mienne. Alors, pour les orthographes approchés, j'aimerais ajouter, dans le fond, pour nos enseignants, que des outils additionnels ont été développés pour le personnel enseignant à la maternelle et au premier cycle. Ce sont des portraits de classe qui nous permettent vraiment d'être à l'écoute des représentations que nos élèves sont en train de se construire et de permettre sur une petite grille de pouvoir se garder en mémoire où en sont les uns et les autres, de telle sorte que ça nous permet de choisir quelles sont les cibles d'intervention puis de présentation qu'on veut faire qui vont aller pour tous et vers quoi on va orienter peut-être un ou deux élèves qui, eux, auraient besoin de certaines bases qui ne sont pas encore acquises du côté des élèves. De plus, nos orthopédagogues ont eu un atelier de présentation et du matériel qui est lié aussi aux orthographes approchés. Ce sont les entretiens métagraphiques. Alors ça, pour des jeunes qui sont reçus en orthopédagogie, qu'ils soient de première à 6e année, ce matériel-là est utile parce que, après avoir écrit des mots ou des phrases, il y a une façon de faire pour questionner l'élève, pour qu'il soit de plus en plus habile à exprimer ses choix orthographiques, aussi bien côté orthographe d'usage que côté grammatical. Donc, ces outils-là se trouvent sur le portail. Alors, merci Marie-France d'avoir fait un beau petit bout de chemin avec nous sur les orthographes approchés. Un plaisir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec les conseillères pédagogiques de la commission scolaire pour en savoir davantage sur les orthographes approchés. Merci Marie-France. Merci Ghislaine.